Bonjour et bienvenue dans un propos spécial carte blanche d'Onéa. Avant de vous dévoiler la personne qui nous accompagne aujourd'hui, je vous rappelle le principe de cette carte blanche. Nous la donnons à une personne remarquable ou au parcours original, qui au travers des grandes étapes de sa vie a marqué le monde auquel il était associé. Nous lui proposons d'inviter des amis et avec eux de se retourner, de regarder par-dessus son épaule son parcours de vie et de nous faire ainsi découvrir les valeurs qui l'ont guidé, les rêves qui étaient les siens, les personnes qui l'ont marqué. Cette carte blanche, nous l'avons donnée à un grand ami de la radio qui a accompagné son développement, un professeur, un historien. Je suis sûr que vous voyez déjà à qui je fais allusion. Un dernier indice, il est l'auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire, la vie quotidienne des Héraultais de leur village. Bonjour Louis Secondy. Bonjour à tous et bien heureux de vous rencontrer, serait-ce en vidéo. Je suis particulièrement heureuse de votre présence dans un propos. Je vous remercie d'avoir accepté de nous dévoiler pour que nous découvrions l'homme que vous êtes derrière l'historien que nous connaissons bien. Vous savez, pour moi, c'est un plaisir. Contrairement à notre habitude, nous ne sommes pas ce soir en direct. Par respect des règles, des exigences sanitaires, nous avons enregistré cette émission en visioconférence. Mais si vous ne pouvez pas réagir en direct, vous avez toujours la possibilité de le faire sur Twitter, puisqu'Isabelle, comme à son habitude, tweet pendant l'émission. Je vous rappelle, pas de direct, mais vos réactions sur Twitter, #RCF à propos. À mes côtés donc, pour cette carte blanche, Louis Secondy et ses invités. Louis, vous avez été enseignant au Collège Saint-Roch de Montpellier. Vous êtes docteur 3e cycle en histoire et auteur de nombreux ouvrages et producteur de nombreuses émissions sur notre antenne. Ceci décide 3 grandes étapes de votre vie et vous avez souhaité, pour chacune d'elles, inviter quelqu'un. Qui avez-vous invité aujourd'hui? Alors moi, j'ai invité M. Chenela, qui est l'ancien directeur, je crois, de Radio Maguelone, Madame Biard, qui est un auteur bien connu et que j'ai eu comme stagiaire jadis, il y a bien longtemps, à l'Assomption, et puis vous-même évidemment, et mon fils Jean-Luc, qui est comme moi, historien. Alors, je vous remercie de réagir sur Twitter, je vous le rappelle, #RCF à propos. Alors, professeur historien, ces choix sont indépendants, ces choix, ils ont été indépendants l'un de l'autre ou liés l'un à l'autre? Alors moi, j'ai commencé à pratiquer l'histoire en 5e. Ah oui, donc c'est une vocation pour vous, l'histoire. J'avais une narration à faire et j'avais traité le sujet, un gros bourg nommé Pignan. Et tous mes collègues de classe s'étaient foutus de moi et je sais pourquoi, je ne sais encore pas pourquoi, plusieurs dizaines d'années après. Voilà, j'ai commencé ma carrière et ensuite j'ai passé mon DES en histoire et puis ma thèse d'université, puis ma thèse d'État et ensuite j'ai écrit un grand nombre de livres dont on parlera peut-être tout à l'heure. Alors, professeur historien, ces choix sont liés. Il y en a un pourquoi professeur? Est-ce qu'il y en a un qui a piloté l'autre? Pourquoi professeur historien? Eh bien parce que je pense qu'il faut donner aux enfants le goût, aux enfants et aux adultes, parce que j'ai fait énormément de cours, il faut donner aux enfants et aux adultes le goût de l'histoire pour bien comprendre le présent d'une part, et ensuite pour prendre le bon bout de l'histoire, c'est-à-dire quelque chose qui nous fait vivre le passé et nous le fait raconter. Ce n'est pas apprendre des formules par cœur, mais c'est raconter cette histoire, la faire sienne, l'assimiler. Et j'aimerais que mes élèves, que mes élèves enfants et mes élèves adultes aient compris cette chose. Alors, est-ce que je peux demander à vos invités comment ils vous ont rencontré? Martine Biard, vous êtes vous-même conférencière, historienne et auteure. Comment avez-vous rencontré Louis? Eh bien, c'était en 1984. Alors, c'était pas George Orwell pour moi, mais c'était Louis Secondy. Et j'en ai parlé un petit peu dans un livre qui s'appelle Les Seuils Magnifiques, où je fais la biographie de Jacques Gasque, qui était à ce moment-là
le directeur du collège Saint-Roch, qui se trouve avenue des Moulins à Montpellier, près de la direction diocésaine. Et à cette époque-là, le directeur diocésain de Saint-Roch, c'était le père Michel. Donc, on se retrouve un petit peu en milieu connu déjà. Jacques Gasque n'était pas seulement directeur, il était aussi poète. Et c'est pour ça que je lui ai consacré un livre avec une biographie donc, et un florilège de ses principaux recueils. Et justement, je voudrais vous lire un petit passage. Après un des hivers les plus rigoureux du XXe siècle, d'un retour de remplacement dans un lycée de Mende, Jacques m'appelle un soir pour me confier dès le lendemain ses élèves pour 2 semaines. Tout est prêt, déjà officialisé, il ne reste qu'à signer. Je n'ai rien à me demander, alors je suis là dès 8 heures devant son rang, le cartable plein de français latin et la tête ailleurs. Mais mademoiselle, me disent les élèves, monsieur Gasque est pourtant là. Et je leur réponds, monsieur Gasque est présent, mais il ne sera pas disponible ces jours-ci. Jacques continuera en effet d'incarner la direction pour quelques heures par jour, mais pour lui, l'essentiel est ailleurs, et il le sait. Jacques est en train de lutter dans une des plus colossales tempêtes de sa vie personnelle. Sa mère, Blanche Gasque, vient de disparaître. C'est à ce bien triste épisode de la famille Gasque que je dois ma rencontre avec l'un des plus fins connaisseurs de l'histoire du Languedoc, l'écrivain Louis Segondy. Un homme de qualité, polissé sans affecterie, spontanément sympathique et généreux, un remède à la monotonie. Plus qu'un soutien, il m'apporta un exemple d'organisation et d'efficacité pédagogique dans le souvenir duquel je puiserai des années durant, alors même qu'il était en pleine réalisation de son ouvrage « 10 villages, 10 visages ». Voilà. Il a rédigé donc naturellement en 2011 la préface de mon ouvrage « Poste et messagerie en Languedoc » de Louis XIV à la Révolution de 1789. Voilà dans quelles circonstances j'ai rencontré Louis. Voilà, et alors qu'est-ce que vous gardez comme impression de cette première rencontre? Alors d'abord, après les 15 jours de remplacement de Monsieur Gasque, je me suis retrouvée 15 jours en stage. Et en stage à la fois en français latin avec Monsieur Gasque, mais aussi en stage en histoire-géographie, donc avec Louis Segondy. Et je garde de ce stage l'expérience de cours faits avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'écoute, beaucoup d'attention bienveillante. C'était quelqu'un qui, au lieu de me traiter avec mépris et condescendance, parce que j'étais une jeune, encore à la fois une étudiante et en même temps un très très jeune professeur, puisque j'étais encore en train de faire des remplacements, c'est quelqu'un qui justement m'a montré comment on pouvait gérer une classe dans la bienveillance et avec des innovations, parce qu'à cette époque-là, il avait déjà mis au point un certain nombre de techniques audiovisuelles qui permettaient d'animer les classes, justement. Voilà. Alors, comme j'avais fait une double formation, eh bien, ça a continué comme ça, c'est-à-dire, je me suis retrouvée avec un double contrat avec le rectorat de Montpellier et bien sûr des inspections d'IPR en double aussi, une fois en français, en histoire-géographie, voilà, pendant une bonne partie de ma carrière, jusqu'à ce que finalement je me consacre à l'histoire-géographie essentiellement. Voilà. Ce qui était intéressant dans le cas de Monsieur Segondy, c'est que justement, il m'a montré qu'on pouvait, en plus d'assurer ses cours d'une façon enthousiaste, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les professeurs, sur la durée, que l'on pouvait aussi accueillir des jeunes et les former, et puis ensuite qu'on pouvait continuer en plus de sa carrière à être un homme de recherche et à poursuivre justement son travail d'investigation en histoire, parce que l'histoire c'est jamais fini, surtout l'histoire qui concerne justement les aspects que la grande histoire dans les manuels a oubliés, et pourtant qui fait partie aussi de notre passé, de notre patrimoine. Alors je vais demander à Louis, et vous, Louis, qu'est-ce que vous gardez de cette première rencontre avec Martine Bia? Une très grande sympathie, une très grande attention,
et un intérêt majeur pour la manière dont moi j'avais d'enseigner, parce que j'avais mis au point à la fois des documents, toute une série de, de documents romains, des monnaies, des amphores, euh, des parties géologiques, et j'avais donc un musée en quelque sorte dans ma salle d'histoire, qui était une salle particulièrement équipée. Et puis ensuite, cette rencontre avec Martine Billard m'a ouvert un certain nombre de choses sur la manière dont on pouvait expliquer sa conception de l'histoire pour la faire vivre, car c'est ça, c'est faire vivre. Je disais aux parents de mes élèves qui s'est scandalisés, il ne faut pas apprendre par cœur, résumer histoire, mais il faut savoir, il faut que les élèves sachent raconter cette histoire, comme je disais, je crois déjà tout à l'heure. Et on sait que la qualité première d'un historien, c'est bien la curiosité. Effectivement, Martine nous dit que dans vos cours, vous aviez mis en place déjà des outils qui étaient un peu novateurs. On retrouve bien cette curiosité. Alors, j'ai la chance d'avoir 3 historiens sur le plateau. Vous, Martine Billard et Jean-Luc, votre fils. Alors, justement, je voulais vous dire, est-ce que l'histoire fait-elle partie intégrante de votre vie? Et comment est-ce qu'elle s'intègre à tous les 3? Est-ce que ça vous donne une certaine philosophie? Est-ce qu'elle éclaire le présent? Est-ce qu'elle vous permet de vous projeter ou pas? Si vous permettez, voilà, juste 2 mots sur ce thème, hein, parce qu'il me semble justement que la connaissance du passé permet de comprendre la nature humaine. Alors la nature humaine, elle n'a pas changé tant que ça, hein. L'amour, la haine, la passion, la jalousie, enfin tout ça sont des sentiments éternels. Et la connaissance de l'histoire, ça permet quand même de comprendre le présent en s'intéressant aux individus. C'est aussi pour ça que l'enseignement de Louis est intéressant, parce que partir d'exemples concrets, partir de situations vécues, partir du local, faire ce qu'on appelle aujourd'hui des études de cas, c'est toujours humaniser la relation à l'histoire et à la géographie d'ailleurs, de manière ensuite à pouvoir passer à des conceptions et à des notions plus larges, hein, de l'histoire ou de la géographie. Alors, vous êtes le fils de Louis, bien sûr. Et en quoi a-t-il inspiré votre carrière? D'abord, j'étais son élève. Enfin, d'abord son fils, bien sûr, mais j'ai été aussi son élève pendant tout le collège. Donc, Martine parlait tout à l'heure de sa salle. Je crois que c'est un endroit mythique pour tous les élèves qui ont suivi les cours de Louis. C'est un endroit mythique, un petit amphithéâtre, avec effectivement de part et d'autre une espèce de musée. Et c'est vrai que là, on pouvait, et d'ailleurs certains ont pu en voler parfois, mais on pouvait toucher des monnaies romaines, des lampes à huile, des extraits de minerais. Je me rappelle je sais pas, ça me revient à l'esprit un bout de soufre, par exemple, là, qui était sur ces étagères, mais aussi des documents comme des journaux, en particulier des journaux d'illustration qui étaient assez nombreux, des journaux de la période de la Première Guerre mondiale que j'ai récupérés et avec lesquels je travaille aussi avec mes élèves de première, en particulier sur ce premier conflit mondial. Et aussi cette possibilité d'utiliser l'image, donc grâce à ses diapos, grâce à son projecteur diapo sur grand écran. Et je crois que sa qualité principale, certainement, et on le voit dans ses conférences, c'est d'arriver à faire vivre les choses. Je crois que c'est fondamental, hein, de ne pas être ennuyeux, même, je veux dire, être savant, ce n'est pas forcément être ennuyeux. Et ça, je crois que c'est fondamental. Et si on veut faire naître l'envie et la passion chez les élèves, il faut d'abord être passionné soi-même et ensuite se donner les moyens de communiquer au mieux possible. Je me rappelle un autre document, par exemple, que je n'ai pas retrouvé d'ailleurs depuis, c'était une carte géographique en relief, en plastique, là, qui était en relief. Donc, qu'est-ce que c'est que le relief pour la géographie? C'est aussi la troisième dimension qu'on ne perçoit pas forcément au travers des documents qui sont proposés. Donc, tout ça, me semble-t-il, est lié à un état d'esprit, une volonté de communiquer et une volonté le plus possible de passer par l'humain. Alors, il y a une question qui me taraude. On dit toujours que l'histoire est un éternel recommencement.
Mais est-ce que c'est pas avoir une vision un peu pessimiste de l'homme? Qu'est-ce que vous en pensez, Louis? Un éternel recommencement, oui et non. Jean-Luc a parlé tout à l'heure de la constance des défauts et des qualités des hommes à travers l'histoire, quelles que soient les situations. Mais aussi, il y a dans cette histoire toute une série de crises, comme on le voit aujourd'hui, mais il y en a eu des dizaines et des dizaines de ce qu'on appelait jadis la peste, etc. Aussi, les, je dirais, le fait de s'attacher à des situations déterminées pour bien montrer que l'homme reste l'homme à travers les siècles, malgré un certain nombre de difficultés que les hommes rencontrent dans ce cours de l'histoire. Eh bien, si vous le voulez bien, c'est les difficultés, la vie des hommes au cours de l'histoire de notre département, c'est ce que vous avez décrit dans vos livres. Si vous le voulez bien, après cette première pause musicale, c'est sur le prochain point que nous aborderons. Oui, vous avez choisi quoi, Louis? Alors, j'ai choisi la Symphonie du Nouveau Monde. À propos, Régine Acquier. Je vous rappelle que vous pouvez réagir sur hashtag RCF à propos. Alors, autour de Louis Secondi, à qui est dédiée cette carte blanche, ses invités, Martine Biard, historienne et conférencière, Jean-Luc Secondi, historien, et Jean-Pierre Chenlas, passe-président de RCF Manglonero. Est-il normal d'écrire lorsqu'on est historien, Louis? C'est quand même un métier dit différent. Écrire, moi, je pense que il faut traduire ce qu'on veut enseigner par oral. Il faut le traduire dans des ouvrages qui sont, je dirais, ma spécialité en quelque sorte, c'est-à-dire 3 grands domaines sur lesquels j'ai travaillé. D'abord, l'histoire des communautés humaines de base, c'est-à-dire l'histoire des villages, avec Pignard-Languedoc, avec 10 villages, avec Murviel, avec Saussan et bien d'autres parties qui touchent à notre vie locale. Ensuite, la deuxième chose, l'histoire religieuse, parce que j'ai été désigné par l'évêque pour aller enseigner au grand séminaire de Montpellier, puis de Nîmes, où j'étais le seul laïc au milieu d'une équipe
de prêtres avec qui j'ai essayé de collaborer, en particulier avec le Père André, et puis aussi, troisièmement, tout ce qui concerne la vie, l'enseignement. Ce qui concerne l'enseignement, c'est-à-dire à la fois des livres qui portaient sur l'enseignement lui-même et la manière dont moi j'avais cette conception de l'enseignement dont je dis un petit mot tout à l'heure. Alors, ça fait combien de livres au total? Combien de livres? Une trentaine, parce que si je compte ma thèse, qui est sur les petits séminaires et les établissements, qui est quand même les établissements libres, est quand même un gros livre, puisqu'il fait 500 pages. Et donc, ça fait à peu près 29, 28, 29 livres. En combien d'années? De quelle date le premier? Alors, le premier date de 1979. C'est Pignan, Languedoc. J'ai beaucoup travaillé sur Pignan. Et Ça fait presque un après, livre par an. actuellement, 77. Non. Pas sur le deuxième livre. Ça fait presque un livre par an. Alors, oui, j'ai écrit donc tous ces livres en fonction des circonstances. Et en particulier, j'ai essayé de le faire pas tout seul, mais souvent en collaboration avec d'autres, en particulier avec mes deux fils avec qui nous avons écrit les Héroltés dans la guerre de 14, et qui est un livre important sur lequel nous avons fait avec Jean-Luc et un peu mon autre fils qui est aussi historien, une centaine d'interventions dans les maisons pour tous, un peu partout, dans les villages, etc. Et à la radio. Et à la radio, bien entendu. Et alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous orienter sur le quotidien des Héroltais? Parce que vous auriez pu prendre d'autres sujets d'histoire. Parce que ma conception de l'histoire, c'est ce que j'appelle l'histoire au ras du sol. C'est-à-dire une histoire qui met en valeur les gens dans la vie quotidienne, en quelque sorte. Parce que je m'étais rendu compte au départ de mes études historiques qu'il y avait des livres de type généraux pour traiter un sujet, mais que souvent ce n'était pas fondé sur une catégorie de travaux qui partaient du réel. En particulier, par exemple, différencier la perception de ce que disaient les inspecteurs et de ce qu'on enseignait réellement dans les classes. Et ce qui est intéressant, c'est davantage ce que les élèves en retiennent, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et est-ce que écrire en collaboration avec quelqu'un, est-ce que c'est pas difficile? Alors, c'est un grand plaisir. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours aimé travailler en collaboration, en particulier avec des dames, parce que pendant la première partie de ma carrière, j'étais un laïc au milieu d'une série de prêtres. Et petit à petit, j'ai vu dans notre église arriver toute une série de dames qui actuellement ont des postes de responsabilité, ont eu des postes de responsabilité. Et je me suis attaché à la fois à les faire travailler, à travailler avec elles et à les faire rire. Parce que moi, je pense que enseigner, ça nécessite que l'on puisse dire aux élèves vous avez la liberté de rire 5 minutes. Et dans 5 minutes, c'est fini. On s'arrête et on reprend le boulot. Et avec 4 ou 5 points comme ça, je pouvais facilement avoir la proximité avec mes publics. Est-ce qu'on peut demander à votre fils qui a été votre élève comment c'était perçu ça? Non, enfin, franchement, c'est un enseignant qui savait se faire respecter tout en laissant justement ces plages un peu sympathiques. Bon, moi, j'adhère tout à fait à cette manière d'enseigner et je me suis assez largement inspiré, plus ou moins consciemment d'ailleurs, de cette manière d'aborder les choses. Je crois que voilà, il faut pas se prendre au sérieux, ça c'est important. Et il faut en même temps voilà, essayer
d'avoir des relations qui sont des relations de communication. Hein. Être face à une classe, c'est communiquer. Donc, il faut utiliser tous les outils de la communication. On parlait tout à l'heure de diapo, on parlait d'audio, mais c'est pareil dans le discours et dans la manière d'être en relation avec les gens. Quoi. De temps en temps, mais il faut aussi se mettre en colère, hein, parce qu'il sait aussi se mettre en colère. Donc, quand on connaît Louis, on n'imagine pas qu'il puisse être vraiment en colère. Oh, ben, vous ne le connaissez pas bien, alors. En colère, c'est peut-être pas le mot, il est un peu soupolé de temps en temps, énergique, pour dire les quoi, choses. mais alors, justement, apparemment, vous ne connaissez pas le syndrome de la page blanche au vu de votre grande production. Alors, quelle est la satisfaction la meilleure, quel est le moment le meilleur pour l'auteur? Le moment où il sort son livre, le moment où il le présente, quels sont les beaux souvenirs? Oh, je crois que le meilleur moment pour l'auteur, c'est évidemment quand il sort le livre, mais c'est aussi le moment où il réussit à bâtir une communauté d'auteurs, puisque je disais que j'aimais beaucoup travailler avec d'autres. Et par exemple, dans mon livre, j'ai commencé par Pignan, en Languedoc, avec Mademoiselle Secondé, qui était institutrice à Pignan, tous les deux. Et puis on a fait 10 villages et 10 visages. On était 5 ou 6 auteurs, dont la Berzema, par exemple, chante très bien. Et la satisfaction, c'est d'arriver à les faire travailler ensemble pour sortir quelque chose qui soit cohérent et que ce ne soit pas 3 chapitres comme ça qui s'alignent, mais qu'en même temps, il y a une histoire cohérente qui nous permet de voir les éléments majeurs qui ont traversé 500 ans, 1000 ans d'histoire, 2000 ans d'histoire. Alors, quelle est, dans les personnages qui vous avez collaboré, celle qui vous aurait le plus marqué ou celle qui vous a laissé le meilleur souvenir? Comme quoi? La personne qui t'a le plus marqué ou laissé le meilleur souvenir? Ah, la personne qui m'a le plus marqué, j'ai beaucoup travaillé avec l'abbé Azéma et Jean-Claude Richard, qui sont des écrivains, des historiens bien connus. Et surtout, celui qui m'a le plus marqué, c'est mon inspecteur pédagogique régional, M. Mutt, qui a été pour moi, qui est devenu très vite pour moi un véritable ami et qui m'a confié la gestion de la formation des professeurs de l'enseignement catholique qui préparaient à l'époque leur thèse, leur mémoire pour pouvoir être assimilés et pouvoir être, je dirais, certifiés. Voilà. Eh bien, nous allons écouter la seconde pause musicale. Le Gloria de Vivaldi, qui a été la première exécution où j'ai assisté quand je suis rentré à la chorale à Carsois, dont je suis venu président parce que dans ma carrière, j'ai fait beaucoup d'autres initiatives, j'ai pris beaucoup d'autres initiatives et j'ai animé toute une série de formations d'adultes et d'enfants.
propos, Régine Acquier. Je vous propose maintenant d'aborder, à moins que vous ayez encore quelque chose à nous dire sur votre vie d'écrivain, d'aborder la partie de la radio, puisque vous avez été le premier président de la radio. Alors, comment êtes-vous arrivé à la radio? Je suis arrivé à la radio par hasard, parce qu'un beau jour, j'ai vu arriver quelqu'un que je ne connaissais pas à la maison, qui s'appelait le père Douméran. Et le père Douméran venait me demander, probablement au nom de l'évêque, de prendre la responsabilité de cette radio Maguelone que nous allions créer. Donc j'ai été avec M. Scotto et le père Douméran à l'origine, en quelque sorte, de cette radio dans laquelle je me suis parfaitement investi et dans laquelle j'ai travaillé jusqu'à l'année dernière, c'est-à-dire pratiquement de 1983 à nos jours. Oui, je crois que votre première émission était une table ronde qui avait eu lieu le 6 avril, il y a 37 ans. Oui, c'est ça, une table ronde sur Maguelone, parce que finalement, on a commencé par, évidemment, le mot de l'évêque et tout ça, mais on a situé l'appellation de Radio Maguelone, qui était cette radio qui était Maguelone, donc expliquer l'histoire de la cathédrale, etc., etc. Et depuis, je suis travaillé sur ce sujet et à plusieurs reprises avec des documents audiovisuels. Alors, Jean-Pierre Chenla, vous qui êtes le passe-président, je crois qu'on peut dire que Louis a suivi toute la carrière, tout le déroulement de notre radio, toute sa vie. Je me souviens que même lors de la tournée avec le bus pour le 35e anniversaire, vous étiez toujours là avec nous. Quels sont les souvenirs que vous avez, Jean-Pierre Chenla? Tout à fait. Louis a suivi toute l'évolution de la radio, puisqu'il a été dans les fondateurs, mais il a accompagné et il a suivi les différents, on va dire, logos, les différents univers, et surtout les signatures de la radio. Que ce soit la radio dans l'âme, puis branchons-nous sur l'essentiel, et puis aujourd'hui, la joie se partage. Alors, moi, je garde du souvenir de Louis, comme souvent, une rencontre, c'est un concours de circonstances et d'événements qui succèdent, plus ou moins fortuits. Il se trouve que la radio, au début des années 2000, avait quelques soucis économiques et financiers, et avec la regrettée Michel Vidal-Ginestier, nous avons été appelés pour faire une étude. Et étude faisant, on nous a demandé, et on a rejoint la radio comme trésorier. Et vous doutez bien que très vite, on a rencontré les fondateurs attachés à cette radio, et Louis étant en premier de ces fondateurs. Et avec eux, nous nous sommes attachés à faire vivre et redémarrer la radio et pérenniser cette radio. Et je crois que ce qui m'a toujours frappé dans Louis, c'est son adaptabilité. C'est un homme ouvert à l'écoute et qui, à chaque fois, a su évoluer avec la radio. Et je ne parle même pas de son attachement viscéral, vous l'avez rappelé, Régine, il a été à la radio du début jusqu'à l'année dernière. Alors, la curiosité est-ce que la curiosité de l'historien a joué? Est-ce que vous aviez eu un attrait pour ce nouveau monde qui était la radio, ce challenge, Louis? Oui, moi, je me suis adapté à un média nouveau que je ne connaissais pas du tout, mais de suite, nous avons commencé avec Jean-Luc, avec Max Thomas, avec l'abbé Sima, avec M. Perronnet, avec des tas d'historiens. Nous nous sommes attachés à faire vivre l'histoire. Pas seulement l'histoire de l'Église, mais l'histoire aussi tout court. Par exemple, on a fait une semaine entière avec 7 historiens sur la Révolution française. À l'époque, c'était le sujet, puisqu'on était en 89. Et j'aime beaucoup aborder des thèmes. Récemment, d'ailleurs, j'ai fait encore j'ai fait une émission, j'ai participé à une émission sur la vigne et le vin en Languedoc-Roussillon, par exemple. Bon, je pense qu'il y a à la fois des sujets limités et puis des sujets plus vastes que l'on peut entreprendre à condition de faire ce que j'appelais tout à l'heure une équipe et qui puisse venir. Et là, Jean-Luc a été un des
des auteurs qui m'ont accompagné dans toutes ces émissions. Il est modeste parce qu'il a réussi à faire intervenir aussi des historiens de très haut niveau sur Radio Maguelone. Peut-être tu peux dire un mot. Oui, bien sûr. J'ai rencontré donc Jean-Marie Mayer, René Raymond, Camille Julien, etc., toute une série d'historiens importants qui sont venus à cette occasion, que j'ai promené à Saint-Guilhem, à qui j'ai donné une sorte d'ouverture sur notre Languedoc si riche, etc. Et je pense que ça a été intéressant d'avoir ces personnages-là à la radio. Il n'y a que la fois où j'ai raté. Vous aviez, son nom m'échappe précisément. Vous aviez un grand ami avec qui vous partagiez l'antenne pour l'histoire. Son nom m'échappe maintenant. Il nous a quittés il y a 2 ans, 3. Alors évidemment, moi j'ai beaucoup travaillé avec Gérard Cholvy. Oui, voilà. Parce que quand je suis arrivé à la fac, il arrivait lui aussi, mais il était à peine un peu plus âgé que moi. Et on s'est attaché assez vite à travailler ensemble. Et c'est lui qui m'a incité, sans le vouloir peut-être, à ce que je passe ma thèse, parce que au cours d'un repas, il était assis à côté de moi là, et au manger, il a dit « Oh, personne n'a fait des travaux sur l'enseignement catholique dans notre région, même en France, il faudrait le faire. » Et moi, je me suis entendu dire « Je vais le faire. » Alors, c'est comme ça que je me suis lancé dans ma thèse d'université dont on a parlé tout à l'heure. Je me permets de rajouter un mot dans la biographie de Louis, c'est justement cette capacité à saisir les choses quand elles passent, hein, et à se dire tiens, ça c'est pas bête, je pourrais faire. Et une forme d'opportunisme, c'est pas un mot toujours positif, opportuniste, mais dans le sens positif des choses, c'est-à-dire de jamais dire non et puis d'accepter. Alors on a parlé de la présidence de Radio Maguelone, mais on peut parler de la présidence de la chorale, etc. Donc, cette capacité aussi à être ouvert en permanence et à dire oui, ok, ben, je vais essayer, bon, réfléchir un petit peu avec mes modestes moyens, mais finalement, ça finit par faire un CV, un curriculum vitae qui est quand même assez riche. Alors, du coup, j'ai enseigné avec Guy Laurère, avec d'autres, des sujets entiers. On a travaillé, par exemple, sur le mal, sur les femmes dans l'Église. Il n'y a pas de relation entre les deux. Mais si vous voulez, toute une série de choses, j'en ai fait la liste dans le livre que je suis en train d'écrire, qui s'appelle Miettes d'histoire. Dans ce livre-là, j'ai un peu recensé tous les thèmes que nous avons abordés au cours de ces années de formation. Et là aussi, je me régalais d'enseigner avec des gens comme Guy Laurère, qui étaient d'une richesse. On n'était pas toujours tout à fait d'accord, mais très souvent on était d'accord et on apportait de visions, de manières de voir les choses au public auquel on s'adressait. Et du coup, j'ai fait des formations dans ce qu'on appelle FL2, dont j'ai été responsable un certain nombre d'années, et l'IDF, où je suis, c'est-à-dire l'Institut diocésain d'information, où je suis resté 13 ans. Puis j'ai aussi enseigné à l'école d'infirmières, merci. À l'école d'infirmières, j'ai enseigné au CRDP, etc., à plusieurs endroits, et en particulier, j'ai toujours eu un très grand plaisir à faire l'histoire de l'enfant à travers les âges, car c'est un sujet formidable. Et un jour, je parlais souvent des racines, où une des filles qui était là, de mes élèves, m'a dit « Moi, les racines, ça ne m'intéresse pas. » J'ai été bouleversé de voir qu'il y avait des gens qui pouvaient ne pas s'intéresser à leurs racines. Alors, Martine ou Jean-Pierre, vous pouvez bien sûr interroger Louis aussi. Hein. Mais, oui, je voudrais juste ajouter quelque chose, si c'est possible. C'est tout ce que vient de dire Louis, c'est ce qui a transparu dans la grande qualité des émissions. Il était toujours modeste en proposant un sujet d'émission. Il disait « je vais voir si je peux ».
mais en fait, il nous bâtissait une émission ou une série d'émissions d'un intérêt et d'une qualité absolument remarquable. C'est-à-dire qu'il avait le chic, passez-moi l'expression, pour faire passer dans ses émissions l'apport de nouveautés et une formation et un enseignement, alors que les gens ne s'en rendaient pas compte, parce que l'intérêt de l'émission était la découverte. Martine, vous vouliez intervenir? Oui, moi je crois que ce qui m'a le plus marqué, je crois, chez Monsieur Segondi, c'est son enthousiasme. C'est-à-dire que tout à l'heure on parlait d'opportunisme, mais je crois qu'il y a aussi fondamentalement un enthousiasme, un goût de vivre très fort. Et après cet investissement aussi très grand qui montre aussi qu'il a une capacité colossale de travail. Parce que il ne faisait pas des cours au rabais pour ses élèves, et en même temps, et Dieu sait si la profession d'enseignant, déjà, ça aurait suffi à occuper beaucoup de son temps, et le fait de savoir que justement, il pouvait aussi, dans l'ordre des possibles, être chercheur, être un peu le chef d'orchestre aussi quand il y avait une équipe à animer autour d'un livre, parce que ça suppose d'être à l'écoute aussi des collaborateurs, de se mettre à leur rythme. C'est long de mener à bien un livre, et on sait aussi qu'il y a tout le temps des épreuves où il faut faire des corrections, où il faut revenir aussi sur certaines présentations d'ouvrages. Donc tout ça, c'est en plus de sa carrière, et c'est ça qui est quand même assez étonnant dans cette prise de contact avec la vie. Après, je pense qu'aussi, il était présent dans sa famille, puisqu'il a même réussi à donner la vocation à ses fils. Donc, c'est quand même un modèle, une référence, à la fois pour les historiens, mais aussi un modèle de vie. Il y a cette dimension aussi qui me paraît tout à fait importante, avec la joie, le fiat, hein, qui fait que il y a là un modèle à suivre. Voilà. Et je suis contente d'avoir été sur ce parcours et à ma façon de m'y être calée peut-être un peu, puisque aujourd'hui, avec vous, Régine, j'anime aussi des émissions en série. Voilà. Alors, justement, je voulais revenir sur le côté producteur d'émissions de Louis. Il y a dans une production d'émission, il y a un peu une démarche d'historien. On cherche à laisser une trace, à rendre compte du monde. Est-ce que c'est ça qui vous pousse aussi? Oui, bien sûr. Il est certain que l'histoire est intéressante dans la mesure où on la raconte, comme je disais tout à l'heure, mais aussi où on présente les différents aspects de la vie quotidienne avec des plumes différentes, en quelque sorte, d'où l'intérêt des livres dont on parlait tout à l'heure. Et puis, ceci, dans le cadre d'une recherche que je pourrais résumer ainsi, dans un livre du XVIe siècle, Mon fils jusqu'au cercueil, il faut apprendre. Mon fils jusqu'au cercueil, il faut apprendre. C'est quelque chose. Et tenir pour perdu le jour qui s'est passé, si tu n'y as de quelque chose profité, pour plus sage et savant te rendre. Voilà ce qu'on écrit au XVIe siècle dans un manuel d'éducation pour les enfants. Vous imaginez la pression que j'ai, quoi. Ah, mais on avait des disques, on achetait des disques, on écoutait des discours de Gaulle, etc. Oui. Justement, votre fils parle de pression. Est-ce que c'est facile pour un père de ne pas porter de jugement quand on a un fils qui partage la même profession? Ah, quand on est historien, je pense que moi, l'histoire m'a beaucoup appris à m'adapter au monde actuel, en particulier dans tout ce qui concerne la vie quotidienne, les mœurs, les arts, la musique, puisqu'on était à la chorale, etc. Alors, Et puis, comment appréciez-vous l'évolution du monde? comment Appréciez-vous l'évolution du monde? ben,
comme on disait tout à l'heure avec Jean-Luc, il nous semble qu'il y a une évolution du monde et j'aime beaucoup travailler sur les progrès du monde. Dans mon dernier livre, qui n'est pas encore sorti, mais qui sortira, qui est ma deuxième partie de l'histoire de Pignan, c'est-à-dire 19e et 20e siècle, j'ai beaucoup insisté sur le fait qu'il y avait toute une série de découvertes qui ont été faites et qui ont complètement changé la vie. C'est pas changé, ça n'a pas tellement changé les hommes, mais ça a changé la vie des hommes. On peut dire du chemin de fer avec Montpellier 7 en 1839 jusqu'au dernier train actuel qui nous mène à Paris ou ailleurs. Moi, je suis allé à Paris en 12 heures, maintenant je vais à Paris quand j'y vais, en 2h30, en 2 heures, 3h30. En tous les cas, je pense que ce que nous retiendrons, c'est exactement votre disponibilité d'esprit, votre enthousiasme, votre joie de vivre finalement. Ça, je pense que c'est quelque chose qui a marqué tous les gens qui vous ont côtoyé à la radio et tous nos auditeurs. Voilà, je salue bien tous ces auditeurs que j'ai eu souvent en ligne et que j'ai rencontrés dans les églises, dans des conférences, etc., faisant, comme le rappelait M. Chenela tout à l'heure, la quête, parce qu'on a toujours eu besoin d'argent, surtout avant qu'on soit sous contrat, et c'était intéressant de discuter avec les gens de ce que devait être cette radio, c'est-à-dire une radio pour les pauvres, pour une radio, pour des gens qui n'ont pas l'habitude d'écouter ce genre de paroles, et une sorte de vie, en quelque sorte, de l'Église, mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, en dehors de l'Église, pour atteindre un public plus large, d'où mon goût de l'histoire, de la géographie, etc., et de bien d'autres choses. Alors, moi, j'aurais peut-être une dernière requête à vous faire. Vous avez écrit l'histoire chaque 5 ans de la radio, mais je me suis rendu compte que lors des 35 ans, vous ne nous avez rien écrit. Est-ce que vous pourriez combler, est-ce que vous pourriez nous réécrire les dernières? Alors, j'ai écrit avec les 10 ans de la radio. J'ai imprimé. Vous avez écrit aussi pour les 15 ans. Le père de Méran a oublié de mettre que M. Scotto et moi étions les auteurs de ce livre. Il fait partie de mes 30 livres. Si vous voulez, il n'est pas très gros, c'est un fascicule. Et puis, pour les 20 ans aussi, j'avais fait un travail et que j'aimais bien. Mais maintenant, la radio s'est tellement enrichie qu'il me faudrait reprendre des documents. Et je n'ai pas toujours la santé qui me permet de le faire. Mais c'est une bonne idée. Eh bien, écoutez, je vais la retenir. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre meilleur souvenir de la radio, ou le pire, peu importe? Alors, le meilleur souvenir de la radio. Cédric Combet aurait dû être avec nous, mais en raison de certains problèmes techniques ce matin, il n'a pas pu nous rejoindre. Eh bien, écoutez, je vais peut-être vous étonner, mais notre meilleur souvenir, ou un des meilleurs souvenirs que nous avons eu à la radio, c'est Cédric Combet, qui a toujours été pour nous, enfin qui a longtemps été pour nous, un aide considérable pour donner corps à nos émissions, mettre la musique, etc., etc. Je parle évidemment là de quelqu'un qui est technicien, mais les techniciens ont droit aussi à notre reconnaissance. Bien sûr, c'est bien sur eux que repose la radio. Et en dehors de ça, évidemment, tous les gens que j'ai rencontrés qui ont eu un rôle important à la radio, les anciens présidents en particulier, qui ont réussi à sauver cette radio que j'ai connue un certain nombre d'années en grand péril, puisqu'il y avait des problèmes financiers, et pas seulement financiers, il y avait aussi des problèmes d'embauche de personnel, etc. Et c'est là qu'il ne faut pas se décourager, et c'est là qu'il faut se baser sur la charte de la radio, qui était un élément majeur pour qu'on puisse maintenir solidement cette radio qui quand même était très particulière.
Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission. J'avoue qu'on vous écouterait bien longtemps encore. Est-ce que je peux vous confier le mot de la fin, Jean-Pierre et Martine? Vous avez 10 secondes, 20 secondes maximum. 10 secondes. C'est un challenge. Mais en tout cas, d'abord, merci à Louis pour tout ce qu'il a donné à la radio, puisque je regarde cet aspect. Et Louis, la radio existe toujours. J'ai passé le relais, tu as constaté que la radio s'appelle toujours RCF Maguelone Héros. Voilà. Bonne continuation, Louis, et merci. Merci. Martine? Merci pour cette trajectoire, merci pour votre amitié au long cours, et puis tous nos respects, et bonne continuation dans tout ce que vous allez entreprendre encore. Et déjà, Régine vous a trouvé un sujet en plus. Il va être occupé. Merci. Jean-Luc. Oula, vous me donnez un rôle important. Non, mais moi, je suis là auprès de lui et on a passé dans ces conférences, dans ces temps à la radio, en tant que je pense que rares sont les enfants qui peuvent passer autant de temps avec leur père ou leurs parents. Et donc là, c'était vraiment une situation qui était tout à fait intéressante et émouvante et à la fois riche de nos dialogues et de nos échanges. Eh bien, je vous remercie à tous. Personnellement, je vous remercie beaucoup, Louis, et de répondre toujours présent. Je me souviens qu'en avril, quand j'ai voulu retracer les grandes épidémies de la région, au moment où est apparu le Covid, vous m'avez dit oui tout de suite. Je vous remercie infiniment pour cela. Je vous en prie. C'est pour moi un plaisir. Eh bien, d'accord. Eh bien, je vous remercie aussi à vous tous de nous avoir suivis, à Cédric qui n'a pas pu être là mais qui va assurer le montage de cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée en compagnie de RCF.